Bonjour à toutes et à tous. Tout le monde se souvient de ce qu'il faisait le 11 septembre 2001. L'événement a tellement été marquant que ces instants se sont figés dans notre mémoire. Même les meilleurs scénaristes d'Hollywood n'auraient pu prévoir une telle histoire. Dès lors, il y a eu un avant et un après 11 septembre, mais aussi des milliers de questionnements sur le sujet. Pour être clair avec vous, je ne vais que constater des évidences. Ne comptez pas sur moi pour alimenter une quelconque théorie du complot. Je vais juste poser les faits et raconter l'histoire de l'étrange chute du bâtiment 7 du World Trade Center. Celle-ci a donc débuté le mardi 11 septembre, et comme il y a 6 heures de décalage entre la France et New York, nous avons vécu les événements en plein milieu d'après-midi. Pour ma part, je matais un épisode des Simpsons, et lors d'une coupure pub, j'ai zappé sur d'autres chaînes pour constater avec effroi qu'il se passait un truc complètement dingue à New York. Un avion venait de percuter une tour du World Trade Center, puis une quinzaine de minutes plus tard, à la surprise générale, un second avion venait s'écraser dans la seconde tour. Les impacts se sont respectivement déroulés à 8h46 et à 9h03. Les bâtiments sont en flammes et totalement impuissants, on constatait sur notre écran de télévision que des personnes se jetaient par les fenêtres. Le voyeurisme se mêlait à l'horreur. Les bâtiments s'écroulèrent totalement à 9h59 et 10h28. Le monde entier est sous le choc. Jamais dans l'histoire de la télévision, autant de personnes ont assisté en direct à une catastrophe de cette ampleur, avec des centaines de morts. Parallèlement, un troisième avion a pénétré la partie centrale de l'aile occidentale du Pentagone. Enfin, un quatrième avion s'est écrasé en rase campagne à Shanksville, en Pennsylvanie. Comme il se dirigeait vers Washington, on suppose qu'il visait lui aussi le Pentagone ou un autre bâtiment gouvernemental. Ces deux derniers attentats, beaucoup moins spectaculaires, intéressèrent moins les médias. Toute l'attention se focalisa sur New York. À 17h20, contre toute attente, le bâtiment 7 du World Trade Center s'effondre complètement sur lui-même, soit 7 heures après la chute de la seconde tour. Dès le lendemain, les premières questions apparaissent. Comment ces immeubles se sont écroulés aussi facilement, tels des châteaux de cartes balayés par un courant d'air? Rappelons un fait. Le samedi 28 juillet 1945, un bombardier B-25 Mitchell s'écrasa accidentellement à New York, sur le bâtiment le plus haut du monde à cette époque, l'Empire State Building. L'avion s'est enfoncé entre le 78e et 79e étage. Même si les dégâts furent importants et qu'une dizaine de personnes périrent dans cet accident, le monstre de béton ne broncha pas. Suite à cet accident, il fut imposé aux constructeurs d'immeubles de concevoir leur édifice de manière à ce qu'il puisse résister à un crash d'avion. Dès lors, pourquoi les tours jumelles ont mis si peu de temps à tomber et pourquoi un immeuble qui, lui, n'avait pas été percuté, le fameux bâtiment 7, s'est lui aussi effondré? D'autant plus qu'il y avait déjà eu un attentat au World Trade Center. En effet, le 26 février 1993, Ramzi Youssef, un terroriste islamiste d'origine pakistanaise, a fait exploser un camion chargé de 680 kg d'explosifs au nitrate dans le parking souterrain de la tour nord. L'étendue des dommages est impressionnante, un cratère de 30 mètres sur 60 mètres à travers 5 niveaux de sous-sol apparaît. Si Ramzi Youssef avait placé son camion plus près des fondations, il est certain que la tour se serait effondrée. Là, il l'avait placée de telle sorte qu'il pensait faire chuter la tour nord vers la tour sud et provoquer un effet domino. Toujours est-il qu'elle a tenu bon, malgré le fait que le terroriste a tenté de reproduire méticuleusement le schéma d'une destruction d'immeubles par explosif. Tout cela fait partie des éléments qui questionnent le grand public. Concernant les tours jumelles, ce n'est pas tant l'impact qui a causé la chute, mais l'explosion et l'incendie qui a suivi. En effet, les Boeing contenaient chacun 38 000 litres de kérosène, l'ensemble a fragilisé les métaux de construction, et la suite, on la connaît tous. Le bâtiment 3 du World Trade Center, c'est-à-dire l'hôtel Marriott de 22 étages, n'a pas supporté la chute des deux titans et s'est lui-même effondré à 12h17. Pour que les choses soient bien claires, il faut expliquer le contexte des lieux. Ce qu'on appelle le World Trade Center est un ensemble de 7 bâtiments. Les deux tours jumelles sont appelées WTC
1 et 2. Le Marriott Hotel, c'est le WTC 3, comme on vient de le dire. Le WTC 4 est un petit immeuble de 9 étages qui abritait la Deutsche Bank et différentes sociétés spécialisées dans le domaine financier. Le WTC 5 était un immeuble, lui aussi d'une hauteur de 9 étages, mais qui avait la particularité d'abriter une station de métro. Le WT6 était le plus petit, avec seulement 8 étages. On le surnommait affectueusement le bâtiment administratif car il était essentiellement occupé par des fonctionnaires qui venaient d'agences fédérales comme le département du commerce des États-Unis, le bureau des spiritueux, du tabac, des armes à feu et des explosifs, le département de l'agriculture, la Banque fédérale de l'import et de l'export et enfin le département du travail des États-Unis. Le WTC 7, dont il est question aujourd'hui, était haut de 173 mètres et comprenait 47 étages. Il abritait une grande banque d'affaires affiliée à Citigroup, mais aussi, et c'est là où cela devient croustillant pour tous les conspirateurs, un bureau de la CIA, le département du fisc américain, un bureau des services secrets et enfin la SEC, la Securities and Exchange Commission, où se trouvaient des tonnes et des tonnes d'archives sur des affaires impliquant les plus grandes fortunes américaines. Ce qui est souvent revenu dans les discussions, ce sont les dossiers concernant les fraudes financières de Enron et de WorldCom. Mais il y en avait, comme on peut s'en douter, bien d'autres sous le coude. Notons qu'il y avait également le poste de commandement des situations d'urgence de la mairie de New York, avec tout un étage renforcé contre les attaques terroristes. Les complotistes de tous bords ont donc spéculé sur la chute mystérieuse de cette construction. Surtout que d'un point de vue géographique, c'est celui qui est le plus éloigné. Il est même de l'autre côté de la rue, bien protégé derrière les bâtiments 5 et 6. Pour simplifier, il est à plus de 100 mètres de la face nord de la première tour et à plus de 200 mètres de la seconde tour. D'autre part, les buildings qui sont à ses côtés sont restés debout. Comble de l'ironie, la déclaration du propriétaire du World Trade Center a semé le doute dans bien des esprits. Et là, il faut faire un rapide retour en arrière pour expliquer convenablement les choses. Le World Trade Center appartient depuis le départ aux autorités portuaires de New York et du New Jersey. Il y a à cela une explication. Avant la Seconde Guerre mondiale, le quartier d'affaires est étroitement lié aux affaires maritimes. C'est en effet par ce port que transitent énormément de biens, de marchandises et de personnes. D'un point de vue géographique, le port se situe à Lower Manhattan, c'est-à-dire en bas de Manhattan. Après la Seconde Guerre mondiale, le quartier d'affaires, celui qu'on nomme le Central Business District de New York, se développe à Midtown Manhattan, donc au milieu de Manhattan, avec notamment une construction légendaire, l'Empire State Building. De plus, le quartier borde Central Park, ce qui offre un cadre de vie plus appréciable que la fréquentation des dockers. Parallèlement, l'importance de Lower Manhattan se réduit comme peau de chagrin, l'endroit est devenu vieillot et il y a peu de haute construction. Les frères Rockefeller, David et Nelson, veulent rééquilibrer les choses. Ce qui est pratique dans ce genre de projet, c'est que David, il a plein de caillasses en poche et que Nelson est le gouverneur de New York. Forcément, ça facilite les choses. En 1946, les autorités portuaires acceptent la proposition des Rockefeller, à savoir créer un centre d'affaires qui va déchirer sa race. Il sera tellement gros et beau qu'il symbolisera à lui tout seul la puissance américaine. Une loi est donc votée en ce sens la même année. Pendant des années, le projet va se développer sous la houlette de David Rockefeller, mais le site initial prévu près des docks au sud-est de Manhattan ne va pas convenir. Le New Jersey n'est pas satisfait de l'emplacement qui se fait au détriment du développement de ses propres affaires. Un compromis entre l'État de New York et l'État du New Jersey, dont dépendent les autorités du port, sera seulement trouvé en 1961 sur le site que nous connaissons tous. Après d'autres péripéties qu'il serait trop long de narrer ici, la construction débute en 1966, la première grande tour est livrée en 1970, la seconde en 1972 et l'inauguration a lieu en 1973, en plein choc pétrolier.
Notez que les excavations des terres et de la roche pour construire l'ensemble a permis d'agrandir Manhattan avec l'adjonction d'un nouveau quartier, Battery Park City, de 37 hectares. Au final, ce projet aura coûté 900 millions de dollars aux autorités portuaires. Avec en prime de sacrés déconvenus, le New York Stock Exchange, plus connu sous le nom de Wall Street, a refusé de s'y installer. Or, c'est le cœur économique des États-Unis, Wall Street, vous l'avez bien compris. De plus, jusqu'au début des années 80, le World Trade Center ne tournait qu'à 60% de ses capacités d'accueil. Toutefois, pour la petite histoire qui n'a rien à voir, c'est un Français qui va faire briller de mille feux les Twin Towers. Il s'agit de Philippe Petit, un funambule qui va monter une rocambolesque opération pour tendre un câble entre les deux tours. Bien sûr, en toute illégalité. Le 7 août 1974, il effectue sa dangereuse traversée. À 417 mètres de hauteur, il va faire pendant 45 minutes des allers-retours sur son câble, stressant les policiers et les autorités locales, mais épatant tous les badauds qui regardaient depuis le sol son exploit. Et justement, son exploit va être salué dans le monde entier, sauf en France, où son excentricité n'est guère appréciée. Ouais, en gros, on dit qu'on se tape la honte à cause de ce Français qui se fait remarquer à New York. Cette traversée illégale, ce que Philippe Petit déclare être son crime artistique, a un avantage non négligeable. Elle fait la promotion à l'échelle mondiale du World Trade Center. Dès lors, le monde entier va s'emparer des tours jumelles. Si le cinéma avait déjà été accroché par l'esthétique des tours, notamment en France, là encore, via les aventures de Rabbi Jacobs, sorti en 1973, il faut le rappeler. Le phénomène va s'amplifier à tel point qu'elles seront régulièrement sollicitées par le 7e art. Même King Kong abandonne l'Empire State Building pour s'accaparer les tours dans son remake de 1976. En marge de tout cela, un homme va apparaître, Larry Silverstein. Pour vous la faire courte, c'est un milliardaire américain qui a fait fortune dans l'immobilier. En 1980, il reste une parcelle constructible située de l'autre côté de Vesey Street et donc excentrée par rapport aux autres bâtiments du World Trade Center. Cette parcelle appartient aux autorités portuaires. Comme ces dernières ont dépensé des sommes colossales dans le projet principal, elles ne sont plus en mesure de réaliser la moindre construction. Comme les affaires ne sont pas florissantes, elles décident de mettre en place un bail emphytéotique de 99 ans. Alors un bail emphytéotique, c'est le nom français. Aux États-Unis, on nomme cela un leasing, c'est-à-dire que vous jouissez du bien pendant une durée déterminée contre une somme coquette, et vous pouvez y faire ce que vous voulez. Larry Silverstein obtient donc le bail de cette parcelle et il érige le fameux bâtiment 7. La construction du building de 47 étages débute en 1983 et s'achève en 1987. 1987, c'est justement l'année du crash boursier où l'indice boursier Dow Jones chute de plus de 22%. L'économie mondiale est en berne. Le World Trade Center est lui aussi en difficulté, c'est un gouffre financier. Pendant plusieurs années, les autorités portuaires vont vouloir le vendre, mais la complexité de l'opération rend la transaction délicate. Elles optent, après une décennie de tergiversation, pour l'option du bail emphytéotique. Et devinez qui revient à la charge ? Larry Silverstein. En janvier 2001, soit 9 mois avant les attentats, il emporte le leasing de 99 ans avec une offre de 3,2 milliards de dollars. Ouais, 3,2 milliards de dollars. L'accord s'applique au World Trade Center 1, 2, 4 et 5. Larry Silverstein n'investit que 14 millions de ses fonds personnels et ajoute une clause très étrange rétrospectivement. Il se donne également le droit de reconstruire les structures au cas où celles-ci seraient détruites. Forcément, il n'en faut pas plus pour affoler les théoriciens du complot de la planète. Et quelque part, on peut les comprendre, car lors des attentats, il fera une étrange déclaration aux pompiers qui étaient en train d'éteindre l'incendie qui survenait dans le bâtiment 7. Il dira « pull it », littéralement « tirez-le », mais qui ici signifie dans le contexte « abandonnez-le » ou plus trivialement « barrez-vous ». En effet, l'incendie avait pris trop d'ampleur et semblait menacer la vie des pompiers. Il donne cet ordre à 16 heures précises et 1 heure plus tard, tout s'écroule comme un château de cartes. Donc, dans l'esprit des gens, ça commence à faire beaucoup. Comme dirait l'autre, comme par
hasard, il achète le World Trade Center 9 mois avant. Comme par hasard, il dit aux pompiers d'arrêter d'éteindre le feu. Et là, mes petits lapins complotistes, j'ai envie de rajouter un nouveau « comme par hasard ». En effet, Silverstein reprend à son nom l'assurance initiale de l'autorité portuaire concernant le World Trade Center en juillet 2001, soit 2 mois avant l'attentat de septembre 2001. Et au niveau des assurances, ça change tout. Suite aux attentats, Larry désire recevoir le paiement pour la destruction des 3 bâtiments du World Trade Center, plus les destructions annexes, mais également celui du bâtiment 7. Les nombreux assureurs disent qu'il s'agit d'un attentat, donc d'un seul accident. Or, s'il n'y a qu'un seul accident, l'indemnité se chiffre à 3,55 milliards de dollars. Alors que, comme le prétend Larry, il s'agit d'un double accident, il est en droit d'obtenir un remboursement de 7,1 milliards de dollars. Ouh là 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 là, le père Larry va doubler la mise. Je vous rappelle, il l'a acheté 3,2 milliards de dollars et là, il réclame 7,1 milliards de dollars. Ce litige part au pénal et la justice fédérale rend son verdict en 2004. Larry a raison, il s'agit d'un double accident parce qu'il y avait 2 avions. Les assureurs sont pas contents, ils font appel, nouveau verdict en 2006, simple accident. Les 2 avions sont liés au même attentat. Bref, les bisbilles juridiques vont durer jusqu'en 2007. Finalement, Silverstein reçoit près de 4,6 milliards de dollars de la part des assurances. Parallèlement, il attaque aussi American Airlines et United Airlines. Bah ouais, faut pas déconner, c'est leurs avions qui ont tout saccagé. Verdict, il perçoit 1,2 milliard de dollars supplémentaires. Il utilisera cet argent pour reconstruire un nouvel ensemble, dont le fameux One World Trade Center, la plus haute tour américaine. Il y a beaucoup d'argent en jeu, Larry Silverstein est d'origine juive, les méchants sont des vilains arabes, il n'en faut pas plus pour mettre le feu aux poudres et dire que tout cela, c'est l'œuvre d'un complot judéo-chrétien à l'échelle mondiale. Vous allez me dire, tout ça c'est bien gentil, mais qu'en est-il de l'étrange chute du bâtiment 7 ? La vérité est en réalité moins mystique qu'on ne le pense. Le bâtiment 7 était une bombe à retardement depuis le départ. En effet, il possédait plusieurs réservoirs de carburant et il était construit sur une centrale électrique qui alimentait Lower Manhattan. Nous avions donc 5 générateurs de secours, dont un réservé aux services secrets situé au 9e étage. Forcément, les services secrets ont besoin d'une totale autonomie, donc il faut des générateurs électriques en cas de coupure de courant. Il y a là un petit réservoir de 200 litres d'essence pour alimenter le bousin. En dessous des services secrets, c'est-à-dire au niveau 5, 7 et 8, nous avons une ribambelle de réservoirs d'essence d'une capacité de plus de 1000 litres pour alimenter aussi des générateurs de secours. Au niveau 2 et 3, nous avons un gros réservoir d'essence de 22 700 litres. Et enfin, au rez-de-chaussée, nous avons le stockage général avec un réservoir de 22 700 litres et un autre encore plus gros de 45 000 litres d'essence. Oui, 45 000 litres d'essence. Précédemment, je vous ai dit que les Boeing contenaient chacun 38 000 litres de kérosène et que cela avait été suffisant pour endommager les structures métalliques des immeubles. Bon bah là, imaginez que vous avez plus de 80 000 litres d'essence dans un seul bâtiment. Les débris incandescents qui se sont échappés de la tour numéro 1 lors de la percussion par l'avion ont atteint plusieurs étages du bâtiment 7. L'incendie s'est propagé et le combustible n'a fait qu'accélérer les choses d'une manière complètement exponentielle. Toutefois, cela ne sera pas suffisant comme explication. Des spécialistes en génie civil et des architectes s'érigent contre cette explication officielle. Pour eux, cela ne fait aucun doute, le building a été détruit de façon contrôlée. Un bâtiment qui s'affaisse sur lui-même avec autant de précision ne peut qu'être l'œuvre d'une intervention humaine. Même moi, qui ne suis expert en rien du tout, j'ai été surpris de découvrir avec quelle régularité ce bâtiment croulait sur lui-même, ne déviant pas d'un seul centimètre. Il vous suffit de taper 7 WTC dans YouTube pour voir cette scène. D'autre part, la consultation des vidéos de surveillance et les témoignages des pompiers indiquent que les flammes étaient visibles aux étages 11 à 13 et aux étages 28 à 30.
Or, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit précédemment, les réserves d'essence sont situées dans les bas niveaux. Le stockage de l'essence va même crescendo plus on s'approche du rez-de-chaussée. 200 litres de réserve au 9e étage et presque 70 000 litres au rez-de-chaussée. Selon eux, il est peu probable que des débris métalliques incandescents aient pu enflammer à ce point l'immeuble, qui disposait en outre d'un système anti-incendie plus perfectionné que celui des tours jumelles, notamment avec tout un réseau de douches qui se déclenche en cas de fumée abondante et de chaleur excessive. Ce bâtiment 7 donne donc beaucoup de grains à moudre aux complotistes de tout poil. D'autre part, les professionnels de la construction demandent des explications car des millions d'Américains sont logés ou travaillent dans des bâtiments à la construction similaire. Contrainte et forcée, l'administration Bush va diligenter une enquête en 2002. Le NIST, National Institute of Standard and Technology, une agence gouvernementale en charge de promouvoir l'économie en développant des technologies, la métrologie et des normes industrielles. Elle ne semble pourtant pas appropriée à la base pour mener ce genre d'enquête. Mais elle dispose d'outils informatiques permettant de simuler des situations critiques. Les agents du NIST vont collecter des tonnes de données pour tenter de reproduire informatiquement la chute du bâtiment 7. Ils rendront leur verdict 3 ans plus tard, en 2005. La chute de la tour est due à une réaction en chaîne provoquée par l'incendie. Celui-ci a désolidarisé les attaches métalliques des planchers fixés sur des colonnes. Les planchers supérieurs sont donc tombés sur les niveaux inférieurs et tout s'est enchaîné à l'ensemble du bâtiment, entraînant de facto une chute bien droite. Quant aux sprinklers, les douches anti-incendie qui n'ont pas fonctionné, le NIST explique qu'il y avait une rupture de canalisation au niveau de l'arrivée d'eau, laissant ainsi tranquillement le feu se propager pendant 7 heures. Enfin, le NIST dément toute destruction par explosif, comme le supposaient de nombreux détracteurs. Selon eux, une explosion aurait produit un volume sonore de 120 à 130 décibels qui aurait été entendu par de nombreux témoins, notamment les policiers et les pompiers qui étaient au plus près du bâtiment. Comme on s'en doute, ces explications n'ont pas convaincu les sceptiques et de nombreux doutes subsistent. Pour ma part, je me garderai bien de tout commentaire car comme je l'ai dit précédemment, je ne suis expert en rien. Je ne fais que constater et rapporter que de nombreux experts en construction, notamment des architectes, n'ont pas été satisfaits par les résultats de l'enquête. Toujours est-il que ce 11 septembre a entraîné une véritable obsession sécuritaire à l'échelle mondiale. Aux États-Unis, le Patriot Act, voté et renforcé en octobre 2001, autorise les services de sécurité à accéder à toutes les données informatiques d'un particulier ou d'une entreprise sans autorisation ni obligation d'en informer les personnes concernées. Dans tous les pays du monde, la surveillance des populations a été accrue. Ainsi, en France, on estime, aujourd'hui, le parc de caméras déployées à 935 000. Cela inclut les caméras des commerces, des entreprises, des distributeurs de billets et bien entendu la vidéosurveillance mise en place par les collectivités territoriales. Au niveau des caméras installées sur la voie publique, on se dirige vers 38 000 caméras de vidéoprotection en zone gendarmerie, c'est-à-dire dans les zones rurales, et 52 000 en zone police, c'est-à-dire dans les villes. La loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur adoptée le 18 novembre 2022 en vue de sécuriser les Jeux Olympiques de 2024 nous fait penser à un film de science-fiction. Casque à vision avec réalité augmentée, caméra associée à une intelligence artificielle, consultation de fichiers sensibles en temps réel, exosquelette de protection pour les forces de l'ordre, reconnaissance faciale en continu, drones perfectionnés équipés eux aussi d'une intelligence artificielle pour détecter des sacs abandonnés et des mouvements de foule suspects. Verrons-nous bientôt des Robocop débouler en ville et des drones d'identification comme dans le jeu Half-Life 2 sorti en 2004 ? Comme je le disais en préambule, le 11 septembre c'était la réalité qui dépassait la fiction, alors aujourd'hui on peut s'attendre à tout. En tout état de cause, j'espère que cette histoire sur l'étrange chute du bâtiment 7 vous a plu. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation et à vous dire à très bientôt sur Gunnet Story.